C'est l'heure, vous est présenté par l'amortisseur de choc Incabloc qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 85 ans. Bonjour à tous, bienvenue ici dans le temple de la haute horlogerie, le salon SIHH à Genève. Et oui Nasrat, 30 marques, des centaines de journalistes, des milliers d'exposants pour une semaine consacrée à l'horlogerie de luxe. Et chacun d'entre nous avec Serge, on va vous faire découvrir des acteurs précisément de cette industrie horlogère. Et on commence tout de suite avec un espace réservé aux horlogers farouchement indépendants, le Carré des horlogers et une marque Romain Jérôme qui s'influence de la culture pop. Alors on commence sur un stand surprenant, celui de Romain Jérôme, Pokémon, Batman, Pac-Man, Super Mario et maintenant Donkey Kong. Vous vous inspirez, Manuel Hemsch, de la culture populaire. Je dirais pas forcément que de la culture populaire, je dirais pop. Culture pop surtout, mais surtout culture générationnelle. C'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des liens émotionnels avec nos acheteurs. Et quels sont les liens émotionnels les plus évidents? C'est ceux qui sont un peu régressifs, c'est ceux qui reviennent un peu à la jeunesse. C'est pour ça qu'on s'inspire beaucoup des années 70 et 80, parce que c'est un peu les années fondateurs de nos clients qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Et donc, on fait appel à ces références de ces années-là, les jeux vidéo, les films, d'autres choses qui sont aussi, par la même occasion, des éléments ou des cultures pop d'aujourd'hui. Alors, qui sont vos clients, justement? C'est des gens nostalgiques? Oui, bien sûr, c'est un peu des gens qui aiment le côté nostalgie, mais il faut aussi bien se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui change très vite, tout le temps. Les gens sont relativement déstabilisés par ces changements de plus en plus rapides et de plus en plus fréquents. Et je crois que le côté un peu régressif, un peu nostalgique, le fait de se rappeler des bons souvenirs de jeunesse, c'est quelque chose que nos clients aiment, adorent même, puisque ça se vend très bien, particulièrement dans les jeux vidéo. Et donc oui, en effet, des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, aussi des générations de plus en plus jeunes. Oh my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved. From the very first time we... Mais la particularité, c'est qu'ici, tout est gratuit. Oui, c'est vrai. Du coup, pas de pourboire. Pour l'instant, non, mais on désespère pas. On compte dessus. On désespère pas. Quelle est la question qui revient le plus souvent? Sur les toilettes. Ça vous a les coupé, j'espère. Nous voici avec un fin observateur de l'horlogerie, c'est Grégory Ponce. Grégory, on sent durant cette édition une certaine tension. Non, moi j'ai pas senti. Tout le monde est en disposition de combat et tout le monde se prépare à la reprise qui interviendra peut-être en fin d'année. Mais non, tout le monde est décidé à se bouger et à innover un peu, à faire des prix moins chers. Donc globalement, non, je sens pas de tension. Innover, il n'y a rien de nouveau. Faire des prix moins chers, c'est étonnant venant du luxe. Pas du tout, c'est le seul moyen de survivre. Sinon, si on continue à ces prix catastrophiques, on n'aura plus un seul client. Donc, il ne s'agit pas de faire moins bien, il s'agit de faire un peu moins cher en calculant un peu plus intelligemment les marges. Et pourtant, on voit qu'il y a des produits d'exception. Est-ce qu'il n'y a pas, à partir d'un certain niveau, finalement, il n'y a pas besoin de baisser les prix? Ah ben non, des montres à 300 000, qu'elles valent 300 ou 330 000, c'est pareil. En revanche, sur des montres à 10 000 francs, qu'elles valent 9 000 ou 11 000, c'est complètement différent. Donc dans le très haut de gamme, c'est pas un problème de prix. Le problème de prix, c'est pour les montres normales, pour les gens normaux. Là, elles sont trop chères. Vous évoquez l'innovation, on a bien sûr beaucoup parlé de la montre connectée. Il y a d'autres choses auxquelles il faut être très attentif? Il faut être très attentif au fait que les montres aujourd'hui ne sont plus des objets statutaires ni des objets ostentatoires. Les montres aujourd'hui doivent être créatives, ludiques et accessibles. C'est simple. Donc des Swatch? Pas du tout.
Pas du tout. On peut avoir pour n'importe lesquelles des marques du SIHH, des montres qui soient créatives, ludiques et accessibles. Accessible, ça ne veut pas dire pas cher, ça veut dire à un prix intelligent pour le contenu de la montre. Et le positionnement du coup des marques suisses par rapport aux marques étrangères, il est toujours bon ce positionnement? On est toujours les champions du monde, il n'y a pas photo, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a plein de petites marques indépendantes qui se lancent un peu partout dans le monde et qui sont super créatives. Et des marques suisses aussi, beaucoup. Et des marques suisses. Là j'ai une montre suisse, Swissmade qui va partir à 850 francs sur les réseaux de sociofinancement. C'est très positif, mais là j'ai une montre à 70 000 francs de Christophe Claret. Elle est très créative, très ludique et très accessible pour ce prix-là. Du coup, effectivement, l'accessibilité, c'est pas forcément une montre pas chère. Non, l'accessibilité, c'est simplement une adéquation entre un prix et un contenu. Et du coup, si on regarde à dans 6 mois, 12 mois, comment vous voyez l'évolution du marché? Il faut qu'on se reprenne un peu, il faut qu'on refasse des volumes, mais c'est pas gagné. Parce que d'abord, il faut déstocker. Il y a 3 ans de stock dans les boutiques. Il faudra les vendre ou les reprendre ou les détruire. Mais tant qu'il y aura ça, on ne pourra pas progresser. Donc malgré tout, Grégory Ponce est optimiste. Globalement, oui, on va survivre, mais ça va faire mal. Et dans 2 ans, 3 ans, ce ne seront plus les mêmes marques, ni les mêmes montres, ni les mêmes responsables. Je pense que la moitié peut-être des gens qui sont en poste au SIHH cette année ne seront plus là. Alors chez HIT, on fait quelque chose d'unique, de l'horlogerie avec des fluides. Grégory Dourde, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette technologie? Alors nous avons intégré et dû développer quelque chose d'unique qui utilise des technologies de sciences contemporaines autour de l'utilisation de microfluidiques, des petites quantités de liquide que l'on déplace d'une façon très précise. On a 2 liquides, un coloré, un transparent, qui ne se mélangent pas. La frontière entre les deux indique les heures, à l'intérieur d'une montre HIT. Cette année, vous présentez votre première montre de poche, la Skull, avec un crâne, un thème bien connu dans l'horlogerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette montre en particulier? Alors, on a fait une interprétation contemporaine de la montre Pocket, la montre de poche, qui est une œuvre d'art en soi. Nous avons intégré les technologies les plus avancées, puisque nous avons toute notre technologie fluidique. On a le liquide qui indique le temps à l'intérieur d'un crâne, le symbole de la vie. Quand on le regarde, plus dans l'esprit du carpe diem, du profiter de l'instant présent. Et en plus de ça, nous avons intégré donc un système de lumière sur lequel HIT a été le premier horloger à intégrer ça, sans électronique, sans batterie, qui vient illuminer de l'intérieur avec 2 LED, un système complètement mécanique, toute la montre. Alors chez H. Moser et compagnie, ce qui frappe au premier regard, c'est une vitrine spéciale avec un boîtier en vacherin, en fromage, Édouard Mélan. Cela pour signifier votre attachement à la Suisse. Exactement, la suissitude, des montres fabriquées en Suisse, par des Suisses. Et on a voulu faire un clin d'œil en créant la montre la plus suisse jamais fabriquée. Et l'idée, c'était d'utiliser ce qu'on a appelé le matériau le plus précieux en Suisse, nos vaches. On a utilisé du vacherin Mont d'Or pour créer le boîtier et un bracelet en peau de vache. Comment est-ce que vous avez pu, au fond, solidifier le fromage pour l'intégrer au boîtier? En fait, on a utilisé une des technologies les plus innovatives du moment dans l'horlogerie. Il y a certains horlogers qui utilisent ça pour faire des montres extrêmement high-tech. C'est un système qui s'appelle le ITR2. C'est utilisé mixé avec du carbone, etc. pour faire un matériau extrêmement dur. Et nous, on est allé dans une autre direction en le mélangeant avec du vacherin Mont d'Or de la vallée. Vous sortez aussi une montre avec un boîtier traditionnel, pas de fromage là, la Venture Swissmade à 50 exemplaires. Mais derrière ça, il y a un message sur le Swissmade. Tout à fait. En fait, on dénigre pas le Swissmade tel qu'il est aujourd'hui. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que des marques auto-horlogerie comme la nôtre sont largement au-dessus. On a des montres qui sont à 95, voire 100% suisses, fabriquées en Suisse. Ce qu'on voulait, c'est ne pas être comparé avec des montres qui sont juste à la limite ou qui cherchent à justifier en prix. Voilà. Vous êtes dans un salon horloger, mais vous ne portez pas de montre. Bah oui, mais j'aime beaucoup, j'adore les montres, mais justement, je ne veux pas faire de jaloux.
Chez Vacheron Constantin, on se tourne maintenant vers le ciel avec la Celestia, une grande complication, plus exactement 23 complications. Alors Christian Selmoni, vous êtes directeur artistique chez Vacheron Constantin. C'est une montre qui affiche 3 temps, le temps civil, le temps solaire et le temps sidéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, tout à fait. Bonjour, merci. Alors en fait, ici, effectivement, vous avez pointé sur un aspect très important de l'E-Cabinet Celestia. C'est le fait que cette montre, indépendamment de sa complexité extrême, elle a en fait 3 trains de rouage qui chacun est dédié en fait à l'indication en temps différents. Car en fait, on a plusieurs temps auxquels on peut se référer. Donc le temps civil ou le temps moyen que l'on connaît en 24 heures. On a le temps solaire vrai, qui est celui qui se réfère en fait au soleil et qui varie selon les mois jusqu'à une quinzaine de minutes. Et enfin, on a le temps des étoiles, qui est le temps sidéral et pour lequel on a également un train de rouage. Donc ça, c'est vraiment une complication exceptionnelle d'avoir ces 3 trains de rouage dédiés à ces indications astronomiques. Ça vous a pris 5 ans pour réaliser cette montre. Quel a été le défi ou les défis les plus importants ? Je dirais, alors évidemment, le fait d'avoir ces 3 temps, ces trains de rouage dédiés, c'est le principal, ou un des principaux challenges. Le fait qu'on ait également 3 semaines de réserve de marche avec 6 barillet, c'est un autre défi. Et je dirais, en addition, quelque part, on a, je dirais, le challenge du design, qui est celui de réaliser une montre qui soit lisible, clairement lisible, une montre très précise dans ses indications, malgré, je dirais, le fait qu'on doive inscrire 23 complications sur 2 faces dans un espace finalement assez réduit. Donc ça, c'est également un challenge important. Dans un tel salon, il y a forcément des lieux un peu magiques où le calme et la sérénitude règnent. C'est le cas ici, dans cette librairie qui appartient à Fabrice Munier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir 3 livres. Un premier livre qui concerne, on le voit ici, une institution de la place genevoise. Alors, je vous fais découvrir le nouveau livre de Patek Philippe, qui est The Authorized Biography, par Nicholas Foulkes. Nicholas Foulkes est un écrivain anglais qui écrit notamment pour How You Spend It. Et il a eu l'opportunité de rencontrer la famille Stern, la famille actuelle qui détient Patek Philippe, pour avoir accès à certaines archives inédites. C'est un livre vraiment très intéressant qui vient de sortir. Et un deuxième livre qui, là aussi, c'est encore une fois une grande marque que tout le monde connaît. Alors c'est une grande marque, mais c'est un livre qui est à l'origine écrit par un collectionneur. Il est fait pour les collectionneurs, c'est Jaeger-LeCoultre, A Guide for the Collectors, écrit par un Américain passionné qui a reçu sa première montre à l'âge de 15 ans, et c'était évidemment une Jaeger-LeCoultre. Il en a écrit un livre vraiment très axé, puisqu'il est revendeur aussi de montres vintage sur le marché américain. Et cette fois-ci, on change de cadre. Ce n'est plus un horloger connu, c'est un indépendant qui n'est pas suisse et qui pourtant fait du Swiss Made. Tout à fait. Alors, c'est le livre de Kari Voutilainen, qui est devenu aussi une marque établie à Motier, dans le canton de Neuchâtel. Kari est arrivé dans les années 80 en Suisse. Il a travaillé pour le WOSTEP. Enfin, il a d'abord étudié au WOSTEP pour en devenir aussi un acteur. Et il a lancé sa propre marque à partir de 2002. Et là, on nous ouvre un livre écrit par Théodore Diehl avec un photographe Baumgartner extraordinaire. Des photos d'ambiance, vraiment un livre pour un horloger indépendant. Étonnant. Et pour terminer, on sort du domaine des livres pour entrer dans celui des jeux, un Trivial Pursuit spécial horlogerie. Alors là, c'est vraiment la petite nouveauté de ce salon. Une manière ludique d'apprendre l'horlogerie. C'est vraiment un jeu que je recommande à tous pour approfondir ses connaissances horlogères. Vraiment quelque chose de très sympathique. Bon, on va profiter pour vous poser une question, voir si vos connaissances horlogères sont à jour, Fabrice. Alors, de façon générale, dans l'histoire horlogère, qui est reconnu comme étant le plus grand horloger, Fabrice ? Le plus grand horloger, c'est bien sûr Abraham Louis Breguet, que tout le monde reconnaît comme étant ce plus grand horloger. Et je vous le confirme, la réponse est juste. Allez, moi je me prends au jeu, je vous propose de faire une partie. Ça vous dit ? Allez, allons-y. Allons-y. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for what?
Après Vacheron Constantin, la grande tradition, on vient chez Roger Dubuis, la grande rupture au fond, et même on est sur une faille, ici on peut le voir. Alors ici, Roger Dubuis, c'est une marque qui n'est peut-être moins connue du grand public que Vacheron Constantin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc Pontroué, qui est Monsieur Roger Dubuis et la philosophie de cette marque? Donc Roger Dubuis a créé cette marque il y a maintenant 22 ans. Nous sommes donc une jeune marque horlogère, mais Roger a toujours eu comme principe de vouloir créer cette marque avec deux grands ingrédients qui étaient la différenciation par des calibres exclusifs et par un design qui était extrêmement expressif dans le domaine horloger. Donc ces principes qu'il a lancés dans l'horlogerie existent toujours aujourd'hui et plus que jamais à l'occasion de ce SIHH. Et l'utilisation des matériaux surtout, c'est ce qui vous distingue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au fond sur ces matériaux que vous réinterprétez, voire que vous transportez d'autres domaines? Alors, Roger Dubuis étant une marque de différenciation par essence, on se doit à chaque SIHH de venir avec ce qu'on appelle des premières mondiales qui n'existent pas parmi les 700 autres marques d'horlogerie qui existent en Suisse. Et donc, on a pris ce salon, notamment cette année en 2017, pour lancer le cobalt chrome qui n'a jamais été utilisé comme matière dans l'horlogerie. On a pris le carbone dans toute son expression, c'est-à-dire la boîte et les éléments horlogers. On a pris l'association avec Pirelli, puisque nous sommes la première marque à lancer avec Pirelli l'utilisation des pneus qui ont gagné des circuits de Formule 1 pour les associer à nos bracelets de montre. Alors chez Baume & Mercier, c'est l'univers de l'homme qui est mis à l'honneur, Alexandre Peraldi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos nouvelles créations? Alors nos principales nouvelles créations, aujourd'hui on peut le voir avec la voiture posée au milieu du stand, c'est la 3e année du partenariat qu'on a avec Cobra Shelby. La première année c'était un hommage à Monsieur Shelby en personne, la 2e année un hommage aux pilotes et puis qui ont conduit les voitures de rêve, et cette année un hommage au créateur de la voiture, Peter Brock. Donc il nous a permis de travailler sur cette montre qui nous rappelle l'univers de la Daytona Coupe, la Cobra Shelby Daytona Coupe, qui est une voiture mythique. Et plus généralement, c'est la collection Clifton Club plutôt, qui est la grande nouveauté chez vous. Qui est la grande nouveauté cette année, donc retour à l'univers du sport. On arrive avec une collection issue de la collection Clifton, Clifton Club, orientée pour les sportifs, pour les gentle sportsmen. Et on a basé toute notre collection sur cette image sportive. La Daytona Coupe est aussi dessinée sur cette base de Clifton Club. C'est un renouveau parce que c'était un domaine où on était très présent, qu'on avait un petit peu mis de côté pour parler un peu d'horlogerie. Aujourd'hui, on reparle un peu de sport. Alors Serge, comment ça va? Mais bien et toi? Écoute, ça va, je me posais une question. Est-ce qu'il y a des femmes dans le monde de l'horlogerie? C'est vrai que c'est un milieu assez masculin. On a interviewé avec des hommes pour l'instant. C'est vrai. Mais on a une chance, c'est que Fabienne Loupeau, qui est la directrice du salon, nous a accordé une interview juste avant le coup d'envoi. On va la voir? Allons-y, après un petit santé. Allez, santé. À la tienne, Serge. Depuis 27 ans, on a conçu un concept complètement différent, très exclusif, très qualitatif, très sélectif aussi, qui a fait que ce salon est une manière de présenter le travail des horlogers, tout le savoir-faire, leur expertise, de manière unique au monde. Et puis pour la première fois, on va l'ouvrir au public en 2017. Alors ça, c'est une nouveauté. Depuis 27 ans, effectivement, le salon était un salon réservé aux professionnels. Pourquoi cette décision maintenant? Alors c'est vrai que le salon a toujours été et reste quand même un salon privé et professionnel. Donc pour présenter les nouvelles collections aux détaillants, aux agents, aux filiales qui viennent commander les nouvelles collections qui sont ensuite produites puis livrées sur les marchés. Et puis effectivement, c'est comme on le disait tout à l'heure, une vitrine exceptionnelle et quelque part les marques trouvaient dommage de ne pas utiliser cette vitrine pour présenter leur histoire, leur ADN, leur savoir-faire à leurs clients finaux, pardon. Et donc
donc l'idée, ça a été au moins de faire un test et d'ouvrir une journée, le dernier jour du salon, le vendredi. Alors, ouverture au grand public, mais pas seulement, ouverture à de nouvelles marques, puisque 7 nouvelles marques rejoignent le SIHH cette année, dont Gérard Perregaux, qui était un fondateur historique. Exact. Comment expliquer cette ouverture et puis des marques qui ont quitté Baselworld, au fond, pour venir à Genève? Alors, c'est vrai que Gérard Perregaux est un des fondateurs de la Fondation de la Haute Horlogerie, qui a été fondée donc en 2005 par le groupe Richemont, Audemars Piguet et Gérard Perregaux. Donc, c'est un retour aux sources pour Gérard Perregaux, qui quitte Baselworld pour nous rejoindre. Donc, on est très heureux, évidemment, d'accueillir Gérard Perregaux de nouveau au salon, qui est suivi de près par Ulysse Nardin, qui appartiennent donc au même groupe. Et puis, on accueillera également 5 nouvelles petites marques créateurs horlogers, on va dire, ateliers d'horlogerie, des créateurs horlogers indépendants. Justement, à ce sujet-là, pardonnez-moi, on voit qu'il y a aussi une ouverture par rapport à ces indépendants, à ces petits indépendants. Quel regard vous portez justement sur ces nouveaux acteurs? Alors, on a mis sur pied l'année dernière, pour la première fois au salon donc, de l'année dernière, le Carré des horlogers, qui accueillait 9 créateurs indépendants. Et cette année, ils seront 13. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a, depuis qu'on a fait ce pas d'ouverture vers cette nouvelle horlogerie, un grand intérêt, beaucoup de candidats, j'allais dire, et puis quelques élus, parce que c'est une manière aussi de montrer qu'il n'y a pas que l'horlogerie traditionnelle, les manufactures historiques, qui sont présentes bien sûr grandement et qui ont fait le succès du salon, mais qui est effectivement toute cette horlogerie, nouvelle horlogerie, un petit peu disruptive, qui fait aujourd'hui aussi le succès et les belles heures de notre industrie. Et l'on termine cette émission sur une note de douceur avec un point sur l'histoire, un point sur la poésie également et en très bonne compagnie avec Marianne Bechtel. Bonjour Marianne. Bonjour. Un point, je le disais tout d'abord, sur cette fabuleuse histoire de l'horlogerie. Oui, et on peut dire que l'histoire de l'horlogerie a pris beaucoup de temps, sans jeu de mots aucun. Genève est l'un des berceaux de l'horlogerie helvétique. En 1601 est née la Congrégation des horlogeurs qui a essaimé tous les maîtres horlogers au sein du Jura. Au XVIIIe siècle, on les retrouve dans les montagnes châtelloises et dans l'arc jurassien. Et aujourd'hui, ils ont conquis la planète avec leur savoir-faire et le développement de leur sens aigu du commerce. Alors aujourd'hui, ici au SIHH, il y a... On pourrait presque dire une révolution, c'est l'ouverture au public. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cet esprit du luxe? Mais en fait, le SIHH, depuis 27 ans, puisque c'est la 27e édition cette année, le SIHH est le coup d'envoi annuel des tendances horlogères de luxe. Et le fait d'ouvrir justement ce salon au public est peut-être une façon de permettre au public de se réconcilier avec l'idée que l'horlogerie, c'est le luxe, certes, mais le luxe dans la belle acceptation du terme. On ne peut pas parler de prix, il faut parler de valeur. La valeur, c'est le savoir-faire horloger au service du séquençage du temps. C'est la fin de notre balade et de ce numéro. Rendez-vous Serge pour le prochain numéro. On sera dans un autre lieu incontournable de l'horlogerie. Et oui, nous partirons à la découverte de Baselworld, la grande foire de Bâle en mars. Le rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Ciao. C'est l'heure, vous a été présenté par l'amortisseur de choc Incabloc qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 85 ans.